Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs qui nous suivez en direct sur le Facebook de la ville, bienvenue à ce premier conseil municipal de l'année. Tout d'abord, j'aimerais commencer ce conseil municipal en ayant une pensée pour tous les Ukrainiens qui font face à une agression militaire déclenchée par le président russe au mépris du droit international. Pour montrer notre soutien envers le peuple ukrainien, chaque soir, la mairie se parle des couleurs bleues et jaunes. De plus, nous nous sommes mis en lien avec l'Association des maires du Pas-de-Calais et la protection civile afin de récolter des dons matériels tels que les produits d'hygiène, du savon, du gel douche, mais également sanitaires comme des compresses ou sérums physiologiques. Vous pouvez apporter vos dons en mairie et la société civile les rapatriera en Ukraine. Dans le Calaisis, les beaux jours commencent à arriver et les conditions sanitaires s'allègent pour le plus grand plaisir de tous. Ainsi, les occasions de se retrouver vont se multiplier. Attendue avec une grande impatience depuis près de 2 ans, la grande brocante de printemps se déroulera le dimanche 3 avril sur les avenues François Mitterrand, de Calais et de Verdun. Ces dernières seront coupées à la circulation pour l'occasion, bien entendu. Dès le lundi 7 mars, les riverains pourront commencer à s'inscrire, puis ce sera le tour de l'ensemble des Marquois le mardi 8 avril, 8 mars et enfin le mercredi 9 mars pour les extérieurs. Je laisserai Tony tout à l'heure faire la présentation des autres événements sur la commune. La ville participe cette année encore à l'opération Hauts-de-France propre, lancée par la région auprès des écoles et du grand public. Vous êtes bien entendu chaleureusement invités à y participer le samedi 19 mars. Des informations complémentaires arriveront rapidement. Dans la ville, les travaux de la seconde tranche se poursuivent dans le quartier des Hautes-Communes. Dans le cadre de l'enfouissement des réseaux, les passages de câbles chez les riverains sont terminés. Les travaux en domaine public ont démarré. Début mars commenceront les travaux de reprofilage de la chaussée et la création de la nuit. La couche d'enrobé ainsi que les plateaux rue du Canal ont été réalisés mi-février. Chacun d'entre nous peut désormais emprunter de nouveau cette rue fraîchement réhabilitée. Les plateaux ralentisseurs sont installés. Les panneaux de signalisation actuellement aux commandes seront posés dès réception et le traçage dessiné dès que la météo le permettra. À l'étang des Dryades, les haies ont été plantées, les pontons réalisés, les clôtures posées et le filet par ballon installé du côté du stade Jean-Claude Almeron. Dès que les jours arriveront, les plantes héliophytes seront plantées, les filets de protection posés et le gazon fleuri semé. Depuis fin janvier, les services techniques œuvrent tout le long de l'avenue de Verdun pour redonner à la voie douce, entre Marc-Centre et le Fort-Vert, sa largeur et profitent de remettre une couche de schiste rouge pour la rendre agréable à la circulation des vélos. La bibliothèque municipale située place de l'Europe se refait également une beauté. Les menuiseries, portes d'entrée, façades seront repeintes. Pour rappel, elle est ouverte à tous les mardis et mercredis de 10h à 11h30. Non loin de là, l'église Saint-Martin n'a pas été oubliée. Elle a déjà commencé elle bénéficie déjà d'un nettoyage de la façade au jet haute pression, mais ce n'est pas encore terminé. En début du mois, nous avons accueilli un nouvel agent de police municipale qui vient renforcer notre équipe, la passant de 4 à 5 agents. Avec l'augmentation des effectifs, la police municipale déménagera dans les anciens locaux du CCAS, assurant ainsi une meilleure confidentialité pour les affaires traitées et un plus grand confort de travail pour les agents, avec l'aménagement d'un véritable centre de supervision urbain et d'un mur d'image regroupant l'intégralité des caméras de la commune, notamment avec la surveillance aux abords des écoles, puis demain avec la vidéo-verbalisation. Comme vous le savez, les élections présidentielles et législatives se dérouleront avant l'été et il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire. Pour les élections présidentielles, vous avez encore demain pour vous inscrire en mairie directement. Pour les élections
encore le faire en ligne sur le site du service public jusqu'au 4 mai ou en mairie jusqu'au 6 mai. À la mi-mars, vous serez également sollicité pour participer au budget participatif 2022. Le concept reste inchangé, vous partagez vos idées d'intérêt commun avec l'enveloppe de 20 000 € qui lui est allouée, puis les Marcois votent pour le projet préféré. L'année dernière, vous aviez voté pour la création d'un parcours ludique d'orientation. Nous avons rencontré le porteur du projet. Les consultations des entreprises sont en cours et si notre planning est respecté, vous devriez pouvoir en profiter cet été. Les informations générales étant données, nous passons maintenant à l'ordre du jour et je vous propose de désigner M. Guillaume comme secrétaire de séance. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Guillaume, je vous laisse la parole. Merci Madame le maire. Vous y répondre par présent à l'appel de votre nom. Madame Noël Corinne. Présent. Monsieur Lefebvre Raymond. Présent. Madame Dumont de Seigne Véronique. Présent. Monsieur Martin Fabrice, excusé, donne pouvoir Monsieur Lefebvre Raymond. Madame Moucher Laurence. Présent. Monsieur Tacoun Jean-Michel. Présent. Madame Bonnier Sophie. Présent. Monsieur Guillaume Quentin présent. Madame Mercier Sabrina. Monsieur Pile Robert, excusé, donne pouvoir à Madame Dumont de Seigne Véronique. Monsieur Langlin Daniel. Présent. Monsieur Louvet Dimitri, excusé, donne pouvoir à Monsieur Guillaume Quentin. Madame Carbonnier Thérèse. Madame Fiolet Evelyne. Présent. Monsieur Masson Tony. Présent. Monsieur Dumont Pierre-Henri. Présent. Madame Laviéville Marilyn. Madame Branly Sandrine. Madame Manier-René, excusé, donne pouvoir à Madame Bonnier Sophie. Madame Gessler Marise, excusé, donne pouvoir à Madame Noël Corinne. Monsieur Jossien Claude, excusé, donne pouvoir à Monsieur Tacoun Jean-Michel. Madame Vandois Julie, excusé, donne pouvoir à Madame Moucher Laurence. Monsieur Brancard Christopher. Présent. Madame De Sorani. Monsieur Fuselier Patrick, excusé, donne pouvoir à Madame Fiolet Evelyne. Madame Vautier Monique, excusé, donne pouvoir à Madame De Sor Annie. Monsieur Wasselin Jean-Guy, excusé, donne pouvoir à Monsieur Dumont Pierre-Henri. Madame Hugo Léa, donne pouvoir à Madame Sabrina Mercier, excusé. Monsieur Buté Philippe. Monsieur Boucher William. Monsieur Ledet Jean-Paul. Madame Bailly-Bouchel Céline. Présente. Et Monsieur Perron-Grand, excusé. Merci Monsieur Guillaume. Le quorum étant atteint, je déclare ouverte la séance du Conseil municipal. Nous allons tout d'abord approuver le procès-verbal du 10 décembre 2021. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 1.2 avec la dématérialisation des demandes d'autorisation d'urbanisme. À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes, sans exception, ont l'obligation d'être en capacité de recevoir les demandes d'autorisation d'urbanisme par voie électronique selon les modalités qu'elles choisissent de mettre en œuvre. Adresse courriel dédiée, formulaire de contact, téléservice spécifique. Conformément à l'article L112-8 du Code des relations entre le public et l'administration et au dispositif de saisie par voie électronique. Ainsi, un usager pourra déposer sa demande d'autorisation d'urbanisme en ligne, le certificat d'urbanisme, une déclaration préalable de travaux, un permis de construire, un permis d'aménager, un permis modificatif d'un permis de construire ou d'aménager, un permis de démolir, etc. À tout moment et où qu'il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais. L'information est parue sur le site internet et la page Facebook de la ville, ainsi qu'en mairie, afin de prévenir tous les administrés. La commune de Calais est en possession d'un logiciel de traitement des autorisations d'urbanisme dont le périmètre intègre l'ensemble des communes de Grand Calais, Terres et Mers et permettant le dépôt des demandes par voie dématérialisée. Il vous est proposé de demander à la commune de Calais de pouvoir bénéficier de cette possibilité. Une convention fixant les modalités de répartition financière des coûts de maintenance au prorata de la population municipale sera élaborée dans le souci constant d'assurer la protection des intérêts de chacune d'elles et de garantir le respect des droits des usagers de l'administration. Cette convention sera d'une durée d'1 an, renouvelable par
reconduction tacite. Je vous propose de m'autoriser à signer la convention avec la commune de Calais ainsi que toute pièce intervenir à cet effet. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au point 2 avec le débat d'orientation budgétaire 2022 qui est un gros point de l'ordre du jour aujourd'hui. Monsieur Lefebvre, j'espère que vous êtes prêts. Je vais donc laisser le soin à Monsieur Lefebvre, adjoint en finances, de nous présenter le rapport sur les grandes orientations budgétaires de la ville pour l'année 2022, rapport qui vous a été transmis avec le projet de délibération. Monsieur Lefebvre. Merci Madame le maire. Alors, effectivement, donc le débat d'orientation budgétaire, qu'on appelle le DOB, est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités locales et il s'effectue sur la base d'un rapport, le ROB, rapport que vous avez dû recevoir par email. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. Il est pris acte du débat d'orientation budgétaire par une délibération spécifique de l'Assemblée délibérante qui doit faire l'objet d'un vote dans un délai de 2 mois avant l'examen du budget. Par son vote, l'Assemblée délibérante prend acte de la tenue du débat et de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. Quel est le contenu? Le ROB présente les orientations budgétaires de la commune, c'est-à-dire les dépenses, les recettes, la fiscalité, etc., mais également les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, le ROB comporte un volet de ressources humaines. En complément du rapport d'orientation budgétaire qui vous a été envoyé par mail, il vous a été également imprimé une synthèse qu'on a déposée sur votre table. Cette synthèse a été présentée en commission achat de la semaine dernière et donc cette synthèse va vous faciliter le suivi de mon intervention puisque je vais y faire régulièrement référence. La présentation de la commune, ça c'est important. La commune s'est dotée d'un logiciel qui permet notamment de générer divers documents budgétaires comme le ROB. Le ROB 2022 a donc été élaboré à partir du support proposé par ce nouvel outil, ce qui explique des modifications dans la présentation du document par rapport aux années précédentes où nous n'avions pas cet outil informatique. Quelle est la structure du ROB? Celui-ci se décompose en plusieurs parties. Donc, nous allons aborder rapidement la situation économique actuelle, l'évolution des résultats, les orientations budgétaires de la commune portant sur les recettes de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, l'endettement de la commune et, pour terminer, la section d'investissement. En page 5, donc, on va démarrer par justement le contexte économique. C'est la page 5 du document de synthèse qui est sur votre table. Alors, la reprise économique mondiale, vous le savez, elle est vigoureuse grâce aux mesures de soutien prises par l'État et les banques centrales, et aussi grâce à une meilleure dynamique vaccinale. Mais néanmoins, elle reste inégale pour les économies à plus faible revenu, notamment celles où les taux de vaccination contre la Covid-19 sont plus faibles. L'augmentation rapide de la demande, qui a accompagné la réouverture des économies, a poussé vers le haut les prix des matières premières, notamment de premier plan, comme le pétrole ou les métaux, mais également aussi les produits alimentaires stimulant l'inflation. La guerre en Ukraine accentue ce phénomène. En page 6, quelques notions sur les projections macroéconomiques. Le PIB, qui après avoir chuté fortement en 2020, moins 8% du fait de la crise sanitaire, devrait, je parle au conditionnel puisque c'était des chiffres à fin décembre, devrait rebondir et atteindre 6,7% en 2021, en moyenne annuelle, puis ralentirait à 3,6% en 2022. Je me répète, ce ne sont que des prévisions.
L'inflation, qui, après une baisse en 2020, devrait progresser jusqu'en 2022 du fait des fortes hausses, comme nous l'avons cité tout à l'heure, des prix de l'énergie et des produits manufacturés, puis baisserait pour atteindre 1,5% en moyenne en 2022. Le taux de chômage devrait, lui, se stabiliser à 7,9% en 2022 et 7,8% en 2023. Encore une fois, ce sont des prévisions. En page 7, quelques mots sur la loi de finances pour 2022. Quelles sont les dispositions concernant la fiscalité? Eh bien, plusieurs points. Tout d'abord, la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation, avec notamment la prise en compte des rôles supplémentaires émis jusqu'au 15 novembre 2021 au titre de l'exercice 2020 dans le calcul du coefficient correcteur. Je répète, les rôles supplémentaires, ce sont les produits perçus a posteriori suite à de nouvelles délibérations. Elles concernent les années N-1 et N-2. Ça, c'était le premier point, donc une poursuite de la réforme de la taxe d'habitation. Deuxième point, la compensation intégrale pendant 10 ans de l'exonération de la taxe foncière sur les produits, taxe foncière sur les propriétés bâties accordées aux logements sociaux. Vous savez qu'il y a une exonération, donc la commune perçoit une compensation. Troisième point, la suppression de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements sociaux intermédiaires détenus par des investisseurs institutionnels. Quatrième point, la suppression des taxes à faible rendement. Nous, on est peu concernés puisque ça concerne plus les départements d'outre-mer. Cinquième point, le partage de la taxe d'aménagement au sein du bloc communal avec un reversement obligatoire d'une part de la taxe au regard de la charge des équipements publics relevant des compétences communales mais intercommunales également, mais avec l'exigence de délibération concordante demeure. Sixième point, la revalorisation des bases locatives cadastrales de 3,4% en 2022. Ça, c'était un élément très important. Donc, revalorisation des bases locatives, 3,4%. Et enfin, le vote des taux d'imposition des taxes directes. Donc, le taux de la taxe d'habitation, il est toujours gelé depuis 2019, sachant qu'il y a encore des foyers qui payent à peu près 20% la taxe d'habitation. Donc, ce taux reste gelé. Et le taux de la taxe foncière des propriétés bâties, lui, est en variation possible. On peut le faire varier. Donc ça, c'était les dispositions pour la France. Quelles sont les dispositions concernant les dotations et les péréquations? Page 5 du rapport, mais vous avez donc ce détail, page 8 au niveau de votre document de synthèse. Eh bien, on constate, on nous prévoit une stabilité de la DGF à 26,8 milliards d'euros. On nous maintient de la DCTP, bloc communal, il s'agit de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Maintien également du FDPTP, c'est le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Stabilité du FPIC, le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales. Maintien également des dotations de soutien à l'investissement local, DETR, DSIL, et une progression de la péréquation financée intégralement au sein de la DGF, c'est-à-dire une augmentation de la DSU, dotation de solidarité urbaine, à plus 95 millions d'euros, la DSR également augmente, et la DNP, la dotation nationale de péréquation, resterait inchangée. En page 9, on aborde rapidement les autres dispositions. Alors, il y aura une nouvelle réforme des indicateurs financiers pour neutraliser les effets de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et la réduction par 2 des valeurs locatives des locaux industriels. Il y aura également l'automatisation du FCTVA à compter du 1er janvier 2022 pour la commune de Marcq. Aujourd'hui, on envoie encore des états papier. Demain, ça va se faire automatiquement par Internet.
Et enfin, la poursuite du plan France Relance de 2020. Vous savez, c'était le plan de soutien de l'économie suite au pays malmené par la crise sanitaire. Voilà les principales mesures de la loi de finances 2022. Je dois vous rappeler les grandes règles de l'équilibre budgétaire. Le budget est en équilibre lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre. Le remboursement en capital des annuités d'emprunt doit être couvert par des ressources propres, c'est normal. C'est-à-dire que la commune ne peut pas avoir recours à un emprunt pour rembourser sa dette, c'est strictement interdit. Le budget doit respecter le principe de sincérité, pas possible de majorer ou de minorer artificiellement une recette ou une dépense afin d'équilibrer le budget. Sachez que le préfet contrôle en priorité l'équilibre comptable des sections du budget et le financement obligatoire par des ressources définitives de la section d'investissement. Voilà les grandes règles de l'équilibre budgétaire. Maintenant, nous allons parler de nos propres chiffres. Alors, en page 11, vous avez l'évolution de nos résultats. Le résultat prévisionnel 2021 de la section d'investissement serait excédentaire de la section de fonctionnement serait excédentaire de 1 798 969 euros et 55 centimes. Concernant la section d'investissement, le résultat est là aussi excédentaire de 1 8 287 euros et 73 centimes. La somme des deux forme le résultat global de 2 807 257 euros et 28 centimes. Compte tenu de l'utilisation du support fourni par le nouveau logiciel financier que je vous présentais tout à l'heure pour établir le ROB, je voudrais préciser que les orientations budgétaires 2022 se font sur une comparaison entre le budget primitif 2022 et le compte administratif 2021. Ça, c'est un élément très, très important à prendre en compte. Habituellement, on comparait de BP à BP. Là, avec notre nouveau logiciel, on va comparer du BP 2022 au compte administratif 2021. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a certains pourcentages qui peuvent faire peur, mais en voilà l'explication. D'un côté, on a des dépenses réelles, d'un autre côté, on ouvre des crédits. Alors, page 12, nos recettes de fonctionnement. Le graphique qui est en page 12 représente l'évolution des ressources fiscales de la commune de 2019, 2020 à 2022. On l'a dit tout à l'heure, la loi de finances pour 2022 prévoit une revalorisation des bases locatives de 3,4%. Pour 2022, eh bien, nous concernant, la commune maintient ses taux à ceux de 2021, c'est-à-dire le taux du foncier bâti à 41,45% et le taux sur le foncier non bâti à 54,97%. Il n'y a pas d'augmentation, on n'augmente pas les taux. Page 13, on rentre un petit peu dans le détail, concernant les ressources fiscales de la commune. Eh bien, le tableau présente la part des impôts, les taxes foncières et taxes d'habitation, dans le total des ressources fiscales de la commune. On constate que cette part progresse chaque année, c'est normal puisque les bases augmentent, et devrait représenter 66,37% du total des ressources fiscales en 2022. Taxes foncières et taxes d'habitation, 66,37% de nos ressources fiscales. Les autres lignes, c'est les reversements au PCI, les autres ressources fiscales, pour un total de 5,8 millions au total, en BP prévisionnel 2022. Compte tenu de l'effet lissage appliqué dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et de la revalorisation des valeurs locatives de 3,4%, le produit fiscal de la commune est estimé à 3 850 000 euros,
soit une évolution de 2,95% par rapport à 2021. Dans les autres ressources fiscales, nous avons les taxes sur les publicités extérieures, les droits de mutation, les taxes sur les pylônes, les droits des places, etc. En page 14, vous avez l'effort fiscal. L'effort fiscal est un indicateur financier permettant de mesurer la pression fiscale que la commune exerce sur ses administrés. Plus on s'éloigne de 20, plus l'effort est important. En 2021, celui se situe à 1,401. Il est constant depuis plusieurs années. Page 15. Nous avons l'évolution de la fiscalité directe. Le produit de fiscalité directe progresse chaque année. En 2021, cette progression est essentiellement liée à la réforme fiscale sur la taxe d'habitation. Les compensations de la taxe d'habitation étant désormais enregistrées dans les produits fiscaux directs, ainsi qu'au versement des rôles complémentaires et supplémentaires beaucoup plus élevés qu'en 2019 ou en 2020. Les taux d'imposition, je l'ai dit tout à l'heure, sont inchangés depuis 2019. Pour rappel, compte tenu de la réforme fiscale de la taxe d'habitation, le taux foncier de la taxe foncière bâtie 2021 est égal à la somme des taux de la commune, 19,19%, et le taux du département, 22,26%, donc pour le total précité du taux du foncier bâti. En page 16, vous avez l'évolution de la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Le tableau présente donc cette évolution. On constate que sur la période de 2019 à 2021, la dotation forfaitaire et la DNP ne cessent de régresser. A l'inverse, la DSU progresse chaque année sur la dite période. Compte tenu de son constat et des modalités de financement, de la hausse de la DSU et de la DSR au sein de la DGF prévue par la loi de finances, la DGF pour 2022 est estimée avec prudence à 2 761 000 €, soit quasiment équivalente avec une petite augmentation de 0,12%. Et là, c'est une prévision aussi, on n'a pas les chiffres définitifs pour 2022. En page 17, vous avez l'évolution du fonds de péréquation communale et intercommunale, le FPIC. Compte tenu du contexte économique et sanitaire que connaissent les communes membres de Grand Calais-Terre-Zémer depuis 2020, le conseil communautaire de Grand Calais-Terre-Zémer a voté une répartition libre à l'unanimité du FPIC pour 2021 au lieu d'une répartition de droit commun. Ainsi, la commune de Marcq a vu progresser le FPIC de 2,29% en 2021. Pour information, si la répartition de droit commun avait été appliquée, la commune aurait perçu un FPIC de 238 665 €, soit une baisse de 11,61%. Pour 2022, le montant national prévu par la loi de finances 2022 restant inchangé, et le choix de la répartition par Grand Calais-Terre-Zémer n'étant pas connu à ce jour, le FPIC est estimé à hauteur de celui de 2021, par prudence. Page 18, le potentiel financier. C'est un indicateur important dans la répartition des dotations et des fonds comme la DSU, la DNP ou encore le FPIC. Il mesure la richesse de la commune. Plus il est élevé, plus la commune est considérée comme riche. Malheureusement, on constate que la commune est nettement moins riche que la moyenne des communes de la strate. 2021 marque 743, la moyenne de la strate 1157 €. Page 19, vous avez ici la synthèse et la structure de nos recettes réelles de fonctionnement, FRF. Le graphique présente la synthèse des recettes et présente également la structure des recettes réelles de fonctionnement pour 2022. On constate
elles sont estimées en légère baisse à moins 1,17% par rapport à 2021. Et on voit que 56,85% de nos recettes sont issues des impôts et taxes et 33,49% issues de dotations et de participation. La baisse des recettes est justifiée par le fait qu'en 2021, la commune a perçu des participations de l'État ou de la région ou du département pour l'organisation du camp ado, mais également pour les élections régionales et départementales, et également pour la mise à disposition du COSEC au collège, et également que la participation de la CAF et du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ont été estimées avec prudence pour 2022. Pour 2022, donc les recettes réelles de fonctionnement s'élèveraient à 957,68 € par habitant contre 958,14 € en 2021. Nos dépenses réelles de fonctionnement. Tout d'abord, les charges de gestion. Il s'agit des dépenses à caractère général, à savoir les besoins des services pour le fonctionnement des structures municipales, l'entretien du patrimoine, mais également les dépenses pour l'organisation des fêtes et cérémonies, les charges d'assurance, etc., etc. Mais également d'autres charges de gestion, comme les subventions, les indemnités des élus, etc. Le tableau affiche une progression de 15,86% en 2021 par rapport à 2020. Il faut noter qu'en 2020, la baisse était de, vous le voyez sur le tableau, moins 8,8%. Cette hausse est liée au fonctionnement des services sur une année complète, contrairement à l'année 2020, le fonctionnement des services ayant été impacté par la crise sanitaire. Il y avait une période de confinement, il y avait la fermeture de certains services, etc. Pour 2022, ces dépenses évolueraient de plus 28,93%. Encore une fois, là, on compare du BP par rapport au C1. Les prévisions tiennent compte de la hausse des coûts des fluides, comme l'électricité qui augmente fortement, mais également de la hausse des dépenses pour l'entretien du patrimoine, avec notamment de nouvelles prestations. Un budget prévisionnel plus élevé pour l'organisation de manifestations ou d'animations. Des crédits sont également inscrits pour la réalisation d'études sur le réseau d'éclairage public. Également, voilà, on va faire une étude pour regarder s'il y a des économies potentielles. On a mis également des crédits pour la fin de la mission relative au classement des archives et l'installation de nouveaux panneaux lumineux au niveau de la commune. La hausse prévisionnelle des autres charges de gestion courante de plus 18,24% est liée essentiellement à l'augmentation de la contribution aux SDIS et de la subvention communale qui serait allouée au CCS et ses budgets annexes afin d'équilibrer leur budget 2022. La commune, élément important, continuera à soutenir les associations. 460 000 € seraient inscrits en subvention. Nous allons maintenant aborder les charges de personnel. C'est le tableau 17. Donc le tableau représente l'évolution des charges de personnel, le chapitre 012 au niveau du budget. Les prévisions budgétaires pour 2022 sont estimées à 5,5 millions d'euros, soit une hausse de 6,63% par rapport au CAPREV 2021. Si on compare de budget à budget, on est à plus 3,77%. Le ratio dépenses de personnel sur dépenses réelles de fonctionnement, il mesure la charge de personnel de la commune. C'est un coefficient de rigidité, car c'est une dépense incompressible à court terme, quelle que soit la population. Il serait de 52,40% en 2022, contre 58,87% en 2021. En 2021, les charges de personnel ont progressé de 2,34% par rapport à 2020. Cette hausse est justifiée par un retour à la normale du fonctionnement des structures, notamment les crèches, centres de loisirs, cantines,
mais également au remplacement d'agents en position d'arrêt de travail, au recrutement d'un agent administratif pour le service des marchés publics et d'un agent pour la police municipale. Concernant l'évolution de carrière des agents, 52 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon et 10 agents d'un avancement de grade. En 2022, les prévisions tiennent compte des effets du GVT, glissement, vieillesse, technicité, et également avancement d'échelon et de grade. Et aussi du reclassement indiciaire de la catégorie C au 1er janvier 2022, de la revalorisation du SMIC de 0,9%, contre 0,99% au 1er janvier 2021, puis 2,2% en octobre 2021. Mais également du recrutement d'un responsable com, d'un juriste, d'un policier municipal, d'un technicien pour les services techniques, du remplacement d'agents en congé maternité et du versement de l'indemnité inflation. En page 23, il vous est présenté un tableau et un graphique représentant le rapport égalité hommes-femmes. Au 31 décembre 2021, on constate que l'effectif de la commune de Marc est composé majoritairement de femmes. Un tableau représentant la structure globale des effectifs au 31 décembre 2021, où nous constatons que 90% des agents en position d'activité sont des fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Toujours en page 23, vous avez un tableau représentant la structure détaillée des agents titulaires, stagiaires ou non titulaires, permanents, au 31 décembre 2021, où nous constatons que 51,4% des agents fonctionnaires concernent la filière professionnelle technique. Le temps de travail, en page 24. En 2021, la durée du travail était de 1631 heures, auxquelles se retirent 7 jours de congés exceptionnels et 10 jours fériés. Le nombre d'heures supplémentaires pour l'année 2021 s'est élevé à 2181 heures, soit un coût total de 44 044 euros contre 2095 heures en 2020, un coût de 38 834 heures. Il est à noter qu'en 2021, il y a eu les élections. Le coût des arrêts de travail, tout congé confondu, en 2021 est de 356 593 euros contre 357 999 euros en 2020. Le nombre de jours d'absence moyen par agent s'est élevé à 39,5 jours, tous les congés confondus, contre 20 en 2019 et 37,5 en 2020. 13 jours uniquement les congés ordinaires de maladie contre 11 en 2019 et 19 en 2020. Au 1er janvier 2022, un nouveau protocole du temps de travail est mis en place afin de respecter la durée légale du travail. Ainsi, le décompte du temps de travail s'effectue sur l'année. La durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1657 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Le temps de travail journalier est donc fixé à 7h35, ce qui permet aux agents de bénéficier de 18 jours de congés supplémentaires exceptionnels en 2022. Voilà pour le point sur le temps de travail. En page 25, vous avez les dépenses rigides de fonctionnement. Alors, il s'agit des atténuations de produits, des charges de personnel et des charges financières. Les atténuations de produits, elles comprennent 3 points essentiels. Le prélèvement SRU, donc en 2021, la commune n'a pas été éligible, c'est une bonne chose. Deuxième point, le transfert des compétences suite au plus que nous avons transféré à l'aglo. Et le troisième point, le remboursement des taxes
concernent essentiellement les atténuations de produits. Elles sont considérées comme rigides du fait que la commune ne peut aisément les optimiser. En effet, ces dépenses, pour la plupart, dépendent d'engagements contractuels passés par la commune. Si la situation financière de la commune venait à se dégrader, cela deviendrait un problème car des marges de manœuvre seraient plus difficiles à dégager. Le graphique représente la part des dépenses de fonctionnement rigide. Voilà, donc en 2022, ces dépenses représenteraient 54% des dépenses réelles de fonctionnement contre 61% en 2021. En page 26, vous avez la synthèse des dépenses réelles de fonctionnement. Elles ont été estimées avec rigueur, comme d'habitude, et dans l'objectif d'une recherche systématique d'économie de gestion, en prenant en compte, bien évidemment, le besoin des services. Il est ici proposé par la commune de faire évoluer les dépenses réelles de fonctionnement pour 2022, le BP prévisionnel 2022, de 19,78% par rapport au CAPREF de 2021. Là aussi, si on comparait le BP à BP, l'augmentation serait de 3,92%. Le graphique suivant présente l'évolution de chaque poste de dépenses de la commune sur la période de 2019 à 2022. On constate que les charges de gestion et les charges de personnel représenteraient à elles seules 93% des dépenses réelles de fonctionnement contre 97% en 2021. Lorsqu'il s'agit, concernant les autres dépenses, la hausse est liée au compte 022 dépenses imprévues. Les crédits sont inscrits au budget 2022, mais aucune réalisation ne sera constatée au compte administratif 2022. En page 27, vous avez la structure des dépenses de fonctionnement en pourcentage. Donc vous voyez, donc les charges de personnel représentent 52,40%, les charges à caractère général 26,57%, les autres charges qui sont pour 14,31%, et les charges financières 1,76%. Après, il y a également 0,05% pour les atténuations de produits, 0,85% de charges exceptionnelles, 0,01% de provisions et 4,04% de dépenses imprévues. Concernant les opérations d'ordre, elles sont composées du virement à la section d'investissement et de la dotation aux amortissements des immobilisations. 511 083 € sera inscrit au BP 2022. En prenant en compte toutes ces prévisions budgétaires pour 2022, les dépenses réelles de fonctionnement s'éleveraient à 985,15 € par habitant contre 813,20 € en 2021. En page 28, parler de notre endettement. Le tableau représente l'évolution de la dette de la commune au 31 décembre. L'encours de la dette était de 7 695 000 € à fin 2019. Il serait estimé à 4 824 000 fin 2023 si la commune venait à contracter un emprunt de 119 000 €, ce qui est prévu courant 2022 et aucun emprunt en 2023. L'encours de la dette par habitant régresse systématiquement. Au 31 décembre 2021, il était de 585 € par habitant contre 707 € au 31 décembre 2019. En 2021, la commune a eu recours à un emprunt pour l'acquisition d'une parcelle rue du 28 septembre pour 154 000 €. En 2022, la commune prévoit donc un emprunt de 119 000 € pour l'acquisition d'une parcelle avenue de Verdun. Malgré ce nouvel emprunt, l'encours de la dette continue de régresser et sera fixé à 5 635 000 € au 31 décembre 2022. Concernant les charges financières de nos intérêts, elles représenteraient en 2022 1,76% des dépenses réelles de fonctionnement. Page 29.
quelle est la solvabilité de notre commune? Alors, le ratio de solvabilité, vous le savez, il exprime le nombre d'années qu'il faudrait à la commune pour rembourser la totalité de sa dette, en y consacrant l'intégralité de l'épargne brute dégagée. Il est de 4,8 au 31 décembre 2021, ce qui est bien en dessous du seuil d'alerte, qui est de 12 ans, et de la capacité de désendettement moyen d'une commune française. En France, la moyenne de désendettement est de 8 années en 2019, d'après une note de conjoncture de la Banque Postale 2019. En page 30, quelques mots sur les épargnes de la commune. Donc le tableau représente l'évolution de l'épargne brute et l'épargne nette de 2019 à 2021. Vous le savez, l'épargne brute, c'est la différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement, y compris les intérêts de la dette. L'épargne nette représente l'autofinancement disponible après qu'on ait remboursé le capital de la dette. On constate qu'entre 2019 et 2021, la commune n'est pas en déséquilibre budgétaire, puisque l'épargne brute dégagée est supérieure à l'annuité de la dette en capital. On constate qu'entre 2019 et 2021, ça je l'ai cité. Page 31, le taux d'épargne brute. Le taux d'épargne brute est égal à 12,74%, soit un taux, là aussi, bien au-dessus du seuil d'alerte, limite qui est de 7%. Si le taux d'épargne brute de la commune était inférieur à ce seuil, cela signifierait que la commune ne dégage pas suffisamment d'épargne pour rembourser sa dette, investir et contracter de nouveaux emprunts, si elle le souhaitait. Pour information, le taux moyen brut d'une commune française se situe aux alentours de 13%. Nous sommes à 12,74. D'après, là aussi, notre conjoncture de la Banque Postale 2019. En page 32, on aborde les dépenses d'équipement. Je vous rappelle que les dépenses d'équipement comprend l'ensemble des travaux que la commune engage, à la différence des dépenses d'investissement, où il s'agit des dépenses d'équipement plus le remboursement de la dette. Petite notion, dépenses d'équipement et dépenses d'investissement. Le programme d'investissement 2022 s'élève à 3 772 000 euros. Dans ce programme figure notamment la fin des travaux d'aménagement de la place de l'Europe pour 225 000 euros, la poursuite des travaux de réfection des quartiers des hautes communes pour 690 000 euros, la fin des travaux de réfection de la rue du Canal pour 192 317 euros, divers travaux de voirie, d'éclairage public, de signalisation et de sécurité pour 1 316 975 euros. Donc dans ce pavé, on retrouve les travaux de voirie et d'éclairage public, rue des Sapins, impasse Faubert, rénovation des voiries rurales, mise en place de systèmes de vidéo verbalisation, poursuite des travaux d'étabonnage de la rivière d'Oie, remplacement de candélabres, avenue François Mitterrand, etc., etc. Un autre chapitre également, l'aménagement des espaces extérieurs, des cimetières, des équipements sportifs pour 871 075 euros, avec la création d'un skatepark au stade de Marque, la poursuite des travaux d'aménagement de l'étang des Dryades, l'installation d'équipements sportifs, chemins, dualage, etc. L'acquisition de matériel et de mobilier pour les écoles, avec un budget de 51 000 euros, l'acquisition d'une parcelle de foncière, une parcelle de terre, un jardin, nous l'avons dit tout à l'heure, pour 119 000 euros, et enfin 306 367 euros pour permettre de faire face aux besoins des services et pour les travaux divers. Je pense aux petits travaux dans les bâtiments, également des équipements matériels, du mobilier, etc. En page 33, vous avez les
PCP, les autorisations de programme et crédits de paiement. Vous le savez, ces APCP permettent de valider juridiquement le montant total des dépenses par opération et de prévoir les crédits budgétaires sur le bon exercice en fonction de la planification des travaux. Donc il y en a 3. L'aménagement de la place de l'Europe et des rues adjacentes, la rénovation du quartier des communes et la réfection de la rue du Canal. Dans le tableau, vous avez les différents chiffres. Page 34. Comment évoluent nos dépenses d'investissement. Donc en 2022, les dépenses réelles d'investissement, donc hors dette, hors remboursement de la dette et hors reste à réaliser, sont estimées à 2 661 132. Si vous ajoutez les 2 661 000 plus les restes à réaliser, vous retrouvez les 3 700 000 que je vous ai cités tout à l'heure. Les restes à réaliser, ce sont les dépenses engagées sur des exercices antérieurs pour des programmes d'investissement. Elles s'élèvent à 1 198 028 €. Une synthèse des opérations d'équipement vous a été présentée précédemment. Concernant les travaux en régie, l'enveloppe de 150 000 € est inscrite comme chaque année. En prenant ces prévisions budgétaires, les dépenses d'équipement brut s'élèveraient à 368 € et 10 centimes par habitant en 2022 contre 187 € et 90 centimes par habitant en 2021. Attention, dans les 187 €, il n'y a pas les restes à réaliser. Les crédits pour le remboursement de l'annuité en capital de la dette représenteraient 15,58% du total des dépenses d'investissement. Les opérations d'ordre, qui comprennent la dotation d'amortissement des subventions d'équipement et également des travaux en régie et des opérations patrimoniales, s'élèverait à 518 205 €. Page 35. L'évolution de nos recettes d'investissement. En 2022, il peut être dégagé, comme le tableau l'indique, un autofinancement de 1 398 970 €, composé de la part de l'excédent de fonctionnement affecté en investissement pour 1 198 000 et du virement de la section de fonctionnement de la section à la section d'investissement pour 200 000 €. Vous avez tout le détail des recettes d'investissement dans ce tableau. Donc on retrouve les subventions d'investissement pour un montant total de 1 343 642 €, le FCTVA estimé à 225 000 €, le nouvel emprunt pour 119 000 €, l'acquisition d'une parcelle et d'autres ressources comme la taxe d'aménagement, les cessions, les remboursements de la FDE, des travaux d'enfouissement de réseau, etc. Donc l'ensemble de ces recettes représente un total de 4 179 078 €. Quels sont nos besoins de financement? Dernier tableau, page 36. Notre besoin, eh bien, il s'agit des dépenses moins les recettes. Donc la ligne solde du tableau correspond bien à la dépense entre les dépenses et les recettes et définit un besoin de financement de 1 8 287 € pour 2022. Ce besoin de financement correspond à l'excédent d'investissement 2021 qui sera reporté bien évidemment au budget 2022. On l'a vu dans le premier tableau. En 2021, en section d'investissement, il y a un excédent de 1 8 287 € qu'on vient reporter sur l'année 2022. Pour conclure ma présentation, je vous rappelle simplement que notre commission finance aura lieu le 14 mars prochain. Cette commission donc reprendra dans le détail le compte administratif. Là, je vous ai donné les grandes lignes. Là, on va voir dans le détail le compte administratif. Mais également, on décidera de l'affectation du résultat
résultats et je vous présenterai également dans le détail le budget prévisionnel. Merci pour votre attention. Et je tiens à remercier Madame Failly et son service, l'ensemble du service financier pour l'élaboration du rapport d'orientation budgétaire qui est vraiment un gros travail. Merci, monsieur. Merci. Merci Madame Failly et Monsieur Lefebvre pour la qualité et le sérieux de votre travail. La présentation, nous semble-t-il, semble très claire. Donc merci à vous. Avez-vous des remarques? Monsieur Boucher. C'est vrai que le dossier est très bien présenté. Il y a un énorme travail qui a été fait pour présenter ce dossier à tous les élus ce soir. Notre groupe se réjouit déjà de ce soir d'entendre qu'il n'y aura pas d'augmentation du taux de la taxe foncière pour les bâtis. Si j'ai bien compris, ça sera 41,25%. Ça me paraît logique parce qu'on a quand même fait un excédent de 2 800 000 € prévisionnel pour 2021. Ça ne serait pas très compréhensible que les marcots diraient qu'il y a une augmentation par les impôts au niveau de la taxe foncière pour les bâtis. Par contre, est-ce que les services comptables de la commune ont fait un calcul, sachant si on prend la valeur locative brute moyenne d'un marquois, avec une augmentation de 3,4% de l'État, des bases qui ont augmenté, ça ferait quel impact au niveau euro pour le marquois qui est à la valeur moyenne locative brute? Vous n'avez pas fait le calcul? Je peux simplement vous dire que l'augmentation des 3,4% engendre pour la commune un delta de 100 000 €. 100 000 €, d'accord. Vous pouvez diviser 100 000 pour avoir une moyenne divisée par la population. D'accord, ok. Bon, c'est la première chose. Alors ensuite, la page 18, ça c'est une remarque qui est importante, c'est que notre ville de Narc n'est pas une commune riche. On n'a que 743 d'euros et la semaine de la strate en 2021 est de 1157. Donc on est encore loin, on a un potentiel fiscal important. Donc ça c'est important de savoir ça. Alors qu'est-ce qui m'inquiète également, c'est la diminution de la population. Alors ça c'est la page 28, c'est ça 28? Oui. On a perdu 235 habitants entre 2019 et 2023. Alors, quelles sont les raisons? Est-ce que c'est un problème démographique, la population a vieilli et des décès? Parce que je pense que la commune de Narc est quand même assez attractive avec des installations sportives, etc. Alors, et on a fait aussi beaucoup de lotissements, rien, tout ça. Alors pourquoi cette baisse de la population? Sachant qu'on a vu ce problème déjà au CLEP avec les effectifs scolaires, ils sont en nette diminution et on risque de perdre des classes aux prochaines années. Donc, est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ça? Donc, voilà donc ma question. Pour les écoles, vous savez parfaitement comme nous qu'il y a une baisse démographique, mais au niveau bébé, il n'y a pas de bébé qui arrive, donc forcément pas d'enfants dans nos écoles. En ce qui concerne nos familles, je vais laisser Monsieur le député répondre, mais sachez qu'on a quand même des familles qui accueillent, qui ont des jeunes qui partent en études et qui ensuite prennent le chemin de leur autonomie, ce qui est tout à fait normal. Donc on a énormément de familles qui deviennent plus petites au niveau familial, les parents se retrouvent à deux et les jeunes sont partis et ils ont pris leur envol. Monsieur le député, vous voulez ajouter un petit mot? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. En fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de maisons reste à peu près le même, continue à grossir et à grandir. On a des maisons qui sont construites dans les fonds de jardin parce qu'on a eu un PLU qui était épuisé pendant 3-4 ans, donc il n'y avait plus de terrain à bâtir sur la commune de Narc. Donc le PLU a été adopté il y a de cela 9 mois, donc on a maintenant des nouveaux lotissements qui sont en train de sortir. On a en particulier la fin des Driades avec une trentaine de logements qui sont en cours de construction, si vous allez voir de l'autre côté des Driades. On a également toujours les fonds de jardin qui sont bâtis, mais on a surtout le grand projet, le premier projet d'extension qui est l'extension nord de la commune, qui permet de pouvoir construire de nouvelles maisons. Et en effet, parce que le cœur du sujet, c'est quoi? C'est qu'auparavant, dans des maisons, par exemple aux Driades, qui ont été construites il y a de cela 15 ans pour les premières, vous aviez à l'intérieur des familles qui déménageaient, qui emménageaient, et qui avaient par exemple des enfants en bas âge, qui venaient peupler nos écoles
écoles de 3, 4, 10 ans à l'époque. Et ces enfants, 10 à 15 ans après, aujourd'hui, sont en études à Lille, à Paris ou ailleurs, ou alors travaillent dès l'âge de 18 ans, mais c'est très bien parce qu'ils ont pris la voie d'alternance ou d'apprentissage, et donc ont quitté le foyer familial. C'est-à-dire que pour le même nombre de maisons, on a une composition familiale qui est moins importante. Et c'est toute la base de la réflexion du plan local d'urbanisme et du PADD qui avait été adopté en 2019, qui était de dire on avait la possibilité, et on va construire plus de 800 logements supplémentaires jusqu'en 2028, mais ces 800 logements ne vont pas faire exploser la démographie de la ville, ils vont faire en sorte de la maintenir aux alentours des 11 000 à 12 000 habitants. Donc l'objectif, c'est vraiment de viser ça. Donc là, en période d'extinction de droit à construire au niveau du PLU qui vient de se terminer, puisque le PLU nouveau a été adopté il y a quelques mois, l'objectif était de maintenir entre 10 500 et 11 000, parce qu'on avait un delta dû au délai de conception du PLU, d'achat des terrains pour les promoteurs, etc. etc. Et maintenant, les projets sont lancés. On a également le projet, celui du Château des Thermes, qui est en cours de construction. On a un permis de construire qui a été délivré enfin sur la fiche Renault au niveau des Dryades, qui permet de pouvoir également construire du logement et en même temps rattraper nos déficits de logements locatifs sociaux. Donc tout ça permet, en plus avec l'extension au nord entre la rue de Verdun et la rue de l'Aéroport, dont les premiers terrains sont normalement à vendre d'ici cette année, on va en cours de 2022, on va pouvoir réattaquer et donc réenclencher un cycle où on a plus d'habitants et plus d'enfants en réalité, parce que c'est ça aujourd'hui le cœur du sujet, c'est exactement comme Madame le maire l'a dit, et comme Madame le maire le vit également, ces enfants quittent petit à petit le cocon familial. Donc voilà, donc, tant mieux, parce que c'est bien, ça veut dire que les enfants deviennent indépendants, et nous on continue d'accompagner, mais c'est le sujet, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'artificialiser les sols, et en même temps on sait qu'on a besoin de plus de maisons pour ne serait-ce que maintenir la population et qu'on ne veut pas construire en hauteur. Alors, comment est-ce qu'on réussit à résoudre cette équation à 3 entrées et à 2 inconnus? Ça, en tout cas, c'est sous le cadre du PLU qui est en place et qui voit ses premières constructions commencer, certaines achever. Merci, M. Dumont. Nous avons répondu à vos questions. Parfait. Je vais vous demander donc de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2022 et du rapport qui a servi pour ce débat par un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Adopté. Nous passons au 2.2 à Finance. Le cottage social des Flandres avec la réitération des garanties pour 2 lignes du prêt réaménagé. La ville possède sur son territoire 631 logements locatifs sociaux qui sont gérés par différents bailleurs. Cette délibération concerne le cottage social des Flandres. Il gère un patrimoine de près de 7000 logements qui s'étendent de Lens à Hasbrook en passant par le littoral d'Ankerquois. À Marc, le cottage social des Flandres possède 14 logements rue de Beaubourg et 19 logements avenue de Calais. Je vais laisser la parole à M. Dumont. Merci Madame, je prends la parole sur cette délibération finance pour permettre à Monsieur le Premier Adjoint de s'hydrater. L'impression d'évoquer. Par courrier en date du 22 novembre dernier, la société Le Cottage Social des Flandres nous a informé que dans le cadre du plan logement, c'est un plan national, mis en place par l'État avec le concours de la Caisse des dépôts et consignations qui permet aux bailleurs d'une part de dégager des marges de manœuvre financières pour maintenir le niveau d'investissement sur le territoire et d'autre part de sécuriser une partie des encours de dette qui sont actuellement majoritairement indexés sur un taux variable, c'est-à-dire le livret A. Elle a procédé, cette société du cottage social des Flandres, avec la Caisse des dépôts et consignations au réaménagement d'une partie de sa dette. Donc le cottage social des Flandres a pu sécuriser 20% de son encours de dette à taux fixe, ce qui est important parce que, M. Lefebvre l'a dit, on rentre en période probablement d'inflation, et donc de diminuer le poids de la charge d'intérêt sur l'ensemble de l'enveloppe réaménagée. Parmi les lignes de prêt réaménagées figurent 2 lignes de prêt contractées par la société auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la construction, vous l'avez dit Madame le maire, de logements à Marc, dans la rue de Beaubourg et sur la rue de Calais. Et donc nous sommes appelés, nous, commune de Marc, à délibérer en vue de réitérer notre garantie d'emprunt à hauteur de 100% pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagé selon les conditions fixées dans le projet de délibération et référencé en annexe du ce dit projet de délibération.
Et pour votre information, le montant total garanti par la commune sur ces deux lignes s'élève à 2 385 745 € et 27 centimes, pour être précis. Merci, M. Dumont. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 2.3 avec les subventions exceptionnelles 2022 aux associations. Notre tissu associatif local est riche de plus de 50 associations et aux centres d'intérêt multiples et variés, où chacun peut s'inscrire et s'épanouir dans l'activité de son choix. Elles sont particulièrement actives et je les remercie ainsi que tous les bénévoles pour permettre à notre ville de rayonner au-delà de nos frontières. J'en profite pour adresser plus particulièrement mes félicitations à deux jeunes Marquois. Céleste Descroix, qui est une jeune footballeuse évoluant dans l'équipe de football féminine du LOSC et qui a connu sa première sélection en équipe nationale des U16. Cléa de Mazusmer, ancienne élue du CNJ, a été sélectionnée pour intégrer l'équipe de France de roller derby junior. Madame Boucher. Merci Madame le maire. La commune peut, en complément de la subvention de fonctionnement allouée chaque année aux associations, apporter son soutien sur des actions spécifiques en leur versant une subvention exceptionnelle. C'est le cas pour les associations suivantes. Les Islandais Charles de Club à Voile, qui sollicitent une aide exceptionnelle pour leur participation au championnat de France 2021 qui s'est déroulé à Saint-Hilaire-de-Lié du 3 au 5 novembre. Le football du Fort Vert qui sollicite une aide exceptionnelle pour les 50 ans du club et leur participation en partenariat avec le jumelage à la venue des Allemands pour un tournoi sportif en juin 2022. Après étude de leur demande, l'Office municipal des sports a émis un avis favorable à leur demande. Madame le maire vous propose donc de verser une aide exceptionnelle de 1 000 € à chacune de ces associations selon les modalités définies dans le projet de délibération. Merci Madame Boucher. De remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 2.4. La subvention exceptionnelle pour la Société nationale des sauveteurs en mer. La Société nationale de sauvetage en mer est une association nationale qui a vocation de sauver des vies humaines en mer et sur le littoral, former les sauveteurs, participer aux missions de sécurité civile, tout en exerçant une action préventive permanente auprès des usagers de la mer. Sur notre territoire, ces bénévoles ne comptent ni leur temps, ni leur énergie et sauvent chaque nuit et chaque jour des vies dans le détroit du Pas-de-Calais. Leur travail s'est récemment accru avec la crise migratoire que nous connaissons. Ils font face avec dignité et respect aux pires tragédies. En début d'année, M. le député avait mis à l'honneur les sauveteurs en mer de la station de Calais en leur remettant la médaille de l'Assemblée nationale, signe de la reconnaissance de la nation. Afin de saluer le travail remarquable qu'ils effectuent sur nos côtes, je souhaite également, à travers cette subvention exceptionnelle, les mettre à l'honneur. Je vais demander à M. Dumont de bien vouloir présenter cette délibération. Merci Madame le maire, quasiment tout dit, mais la Société nationale de sauvetage en mer, section de Calais, intervient, vous le savez, régulièrement dans des conditions difficiles au large des Halles-de-Marne pour porter secours aux navires et embarcations en détresse. La SNSM a sollicité la commune, comme d'autres communes du littoral, pour participer au financement de l'acquisition d'un nouveau navire de sauvetage, un semi-rigide bimoteur, qui coûte environ 100 000 €. Donc nous proposons au conseil municipal de se prononcer sur le versement d'une subvention exceptionnelle de 3 000 € à la SNSM qui visera l'acquisition de ce nouveau camion. Merci M. Dumont. Des remarques? Très favorable. Très favorable. C'est une association qui mérite d'être mise en valeur et ce sont des bénévoles qui travaillent très très bien, surtout avec les problèmes migratoires, je pense qu'ils ont tout boulot. Tout à fait. C'est pour ça que nous accordons une subvention exceptionnellement. Je pense qu'il c'est amplement mérité. Tout à fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 3.1 avec l'urbanisme, la vente d'un logement social. Précédemment, je vous ai présenté le bailleur social du cottage du Flandre. Cette délibération a pour objectif de faciliter le parcours d'accession à la propriété pour des personnes actuellement locataires. Et je vais laisser Mme Carboni présenter cette délibération.
Alors, par courrier, merci Madame le maire d'abord. Par courrier du 16 décembre 2021, la préfecture demande l'avis du conseil municipal sur la vente d'un logement social de la société d'HLM Cottage Social des Flandres, située au 112 impasse de l'Ermitage. En vertu des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, le conseil municipal doit donner son avis sur le projet de vente préalablement à la cession du logement. Pour rappel, cette procédure de vente a deux intérêts complémentaires. Poursuivre la comptabilisation des logements sociaux vendus dans le contingent communal pendant 10 ans. Sédentariser les populations sur la commune de Marcq en leur permettant d'accéder à la propriété. C'est un exemple de parcours résidentiel que nous cherchons à valoriser au travers du rachat par les locataires du logement social qu'ils occupent depuis, pour certains, très longtemps, et au travers de projets d'accession sociale à la propriété, comme sur la dernière extension des Dryades, où 5 logements de ce type seront construits. Il s'agit de créer pour les Marquois, aux revenus modestes, une véritable possibilité de parcours résidentiel en commençant par être locataire, puis terminer propriétaire en restant sur Marcq. Merci Madame Carbonnier. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. 3.2 avec la rénovation des voiries rurales. Par délibération en date du 30 septembre et du 10 décembre 2021, la commune a autorisé la rénovation des voiries rurales dont l'ordre de priorité serait à définir encore. Ces travaux s'inscrivent dans un souci de maintenir ces voiries dans un état satisfaisant, notamment pour le passage des engins agricoles, et ainsi éviter toute traversée du centre-ville. Monsieur Lefebvre, vous avez eu le temps de vous reposer, donc je vous donne la parole. Merci Madame le maire. Effectivement, donc suite aux différents transferts de compétences intervenus au profit de la communauté d'agglomération au 1er janvier 2017, Grand Calais-Terre-et-Mer entend renforcer son soutien à ses communes membres. Donc des fonds de concours sont ainsi versés afin de contribuer à la réalisation d'investissements pour les communes. La subvention ici demandée pour la rénovation des voiries rurales s'élève à 257 312 €, dont le plan de financement est détaillé ci-dessous, vous l'avez dans le projet de délibération. Le montant des travaux et études s'élèverait à 520 000 €. Donc, il serait financé par le fonds de concours à hauteur de 38%, c'est-à-dire 257 312 €. Et la ville participerait à hauteur de 62% pour 262 688 €. Après transmission de la délibération du 10 décembre dernier, les services de la communauté d'agglomération nous ont demandé de ne pas inclure le montant de la DETR sollicité. En effet, cette subvention n'a pas pour le moment pas été attribuée. C'est pourquoi il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser à nouveau Madame le maire à solliciter et signer tout document nécessaire à une demande de fonds de concours auprès de la communauté d'agglomération ou auprès de tout autre partenaire potentiel. Merci Monsieur Lefebvre. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 4.1. Avec les ressources humaines, les 2 prochaines délibérations seront présentées par M. Lefebvre également. Elles concernent pour la première la régularisation demandée par le Trésor public pour un déplacement. Et je vais laisser également M. Lefebvre présenter la 2e délibération. Merci Madame le maire. Dans l'exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer des déplacements en France ou à l'étranger pour les besoins de l'action municipale. C'est dans ce cadre que le conseil municipal peut octroyer aux élus un mandat spécial. Monsieur le trésorier a sollicité la commune afin de mettre en place la procédure du mandat spécial pour la prise en charge des déplacements spécifiques suite à la visite de Madame le maire au Salon des maires en novembre 2021, visite qui a permis de rencontrer certains interlocuteurs pour les futurs projets de la commune. Je vous demande donc d'accorder l'octroi d'un mandat spécial à Madame le maire pour s'être rendue au Salon des maires en novembre 2021. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Monsieur Lefebvre, je vous laisse continuer. Oui.
L'objectif donc de cette nouvelle délibération est d'éviter de devoir procéder à une délibération pour l'octroi d'un mandat spécial dès que Madame le maire effectue un déplacement en France ou rencontrer un porteur de projet ou échanger avec une personnalité officielle dans l'intérêt de la commune. Ainsi, l'organe délibérant peut décider d'ouvrir des crédits pour assurer le remboursement des frais de représentation du maire. Ces frais correspondent aux dépenses engagées par le maire et lui seul à l'occasion de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Les frais de représentation doivent faire l'objet d'un vote du conseil municipal ouvrant les crédits nécessaires sous la forme d'une enveloppe globale dans la limite de laquelle le maire pourra se faire rembourser ses frais de représentation sur présentation de justificatifs afférents. Il est donc proposé d'attribuer à Madame le maire un budget annuel de 1 500 € maximum pour des frais de représentation. Ces frais ne seront remboursés que sur présentation de justificatifs correspondant et sur présentation d'un état de frais. Cette enveloppe maximale annuelle sera inscrite au budget de la ville. Les crédits non consommés seront reversés au budget général. Des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au 5.1 avec l'enfant jeunesse, demande de financement avec la subvention CAF. Les services municipaux sont en quête d'amélioration au quotidien pour le bien-être des administrés et de ce fait, de nouveaux services ou activités peuvent naître au sein des services de la petite enfance et de la jeunesse. Pour mettre en place ces nouvelles activités, un plan de financement est réalisé et nécessite des moyens supplémentaires via des partenariats. Monsieur Guillaume. Merci Madame le maire. En effet, dans le cadre de ces aides financières collectives, la CAF, Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais, propose à ses partenaires, dans la limite de l'enveloppe annuelle disponible, des aides en investissement et fonctionnement pour les activités liées aux services petite enfance et jeunesse, tels que les fonds publics et territoires, des contrats colonies, la convention territoire globale permettant un cofinancement. Madame le maire sollicite l'autorisation de demander auprès de la Caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais des subventions d'investissement et de fonctionnement pour les années 2022 à 2026 concernant les activités jeunesse et petite enfance auxquelles la commune pourrait prétendre. Merci Monsieur Guillaume. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous passons au point 6 avec la sécurité et le développement de la vidéoprotection. Nous connaissons une crise migratoire sans précédent avec des drames humains dont nous avons tous écho dans les journaux télévisés ou écrits locaux, nationaux. Afin de limiter ces catastrophes, nous avons eu en fin d'année 2021 la visite du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin, et en parallèle est né le projet Terminus qui vise à installer environ 60 caméras de sécurité sur l'ensemble du littoral. Pour Marc, après une discussion avec les différents acteurs, nous avons déterminé plusieurs lieux stratégiques. Je vais laisser le soin à M. Dumont vous expliquer ce projet qui est porté par l'État. Merci Madame la maire. En 2021, 28 395 migrants ont tenté la traversée de la Manche. Plus de 30 d'entre eux ont trouvé la mort au large de Calais. Afin de lutter contre cette dangereuse traversée, le gouvernement a proposé aux communes côtières de les accompagner dans le développement de la vidéoprotection le long des axes structurants, les migrants étant acheminés par les passeurs sur les plages quelques minutes avant leur tentative. Le dispositif des caméras, ce qu'on appelle l'opération Terminus, permettra de repérer les véhicules suspects avant leur arrivée sur les plages, mais également de lutter contre l'augmentation constante de dépôts de matériaux et autres objets en bordure de plage et sur les plages, et l'insécurité que créent les phénomènes de vol de moteurs à bateau ou certains risques de cambriolage. Ainsi, Madame le maire vous propose d'autoriser la mise en place d'un système de vidéoprotection. Nous avons donc sollicité 18 caméras aux emplacements suivants situés sur le territoire de la commune: Transmarc, Haute-Commune, Entrée de Ville Marcel Doré, rue du Stade, Rond-Point Est, Fort-Vert, M de Marc. Ces zones sont susceptibles d'évoluer au regard des besoins et des différents impératifs techniques. On vous propose également d'autoriser le renvoi d'images vers le Corge site à Arras, en plus du flux vidéo qui sera diffusé en direct au sein des locaux de la police municipale. D'autoriser Madame le maire à solliciter le préfet en vue d'obtenir l'arrêté préfectoral
et à informer le procureur de la République, territorialement compétent, et enfin d'autoriser Madame le maire à prévoir les crédits nécessaires pour l'achat, la maintenance, l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'installation du matériel de vidéoprotection, étant entendu que ces crédits seront avancés par les autorités britanniques sur présentation des factures correspondantes par l'Union des groupements d'achat public et avant même leur engagement par la commune. Merci Monsieur Dumont. Avez-vous des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Nous terminons donc ce conseil par quelques communications diverses. Madame Bonnier. Merci Madame le maire. Donc depuis la réouverture le 1er décembre 2021 du vaccinodrome, il faut savoir que 1128 personnes ont été vaccinées, dont 340 du 1er janvier au 26 février 2022. Le mercredi 16 mars se déroulera le repas du printemps des aînés au complexe Hubert-Seban de midi à 19h. Le tarif est de 25 € pour les Marquois de plus de 65 ans et de 30 € pour les moins de 65 ans et les extérieurs. Le repas sera animé par le duo Ibiza. La restauration sera quant à elle assurée par le traiteur David Miquel, DM Traiteur. Voilà, Madame la maire. Merci Madame Bonnier. Monsieur William, en ce qui concerne la jeunesse. Merci Madame le maire. Alors les événements passés, l'accueil de loisirs divers s'est déroulé du lundi 7 au vendredi 18 février 2022 avec une moyenne de 90 enfants qui ont fréquenté et profité des activités et des sorties. On a enregistré durant cette période un seul cas de Covid. Le séjour à la neige pour 48 enfants, 20 enfants de 6e et 28 enfants du CM2. Comme vous savez, le séjour l'année dernière n'avait pas pu avoir lieu en raison du Covid. Donc cette année, nous avions proposé aussi aux élèves de 6e d'y participer. Donc il s'est déroulé du 5 au 13 février au Collet d'Alvar en Isère. La neige, le soleil, les activités et les animations ont permis une réussite totale de ce séjour avec aucun accident et aucun cas de Covid. Événements à venir. Dans le prolongement du projet environnement initié l'année dernière, nos tout petits Marquois de maternelle, les CP et les CE1, soit 600 enfants, se rendent actuellement au planétarium de Capelle-la-Grande pour découvrir le monde qui nous entoure au travers d'une thématique définie par niveau. Les petites et moyennes sections de maternelle découvrent leurs 5 sens. Les moyennes et grandes sections, les mystères de l'univers, le fonctionnement de la Terre, et enfin les CP et CE1 construisent leur équilibre alimentaire. Nos 175 élèves de CE2 construiront leur propre nichoir en classe après une sensibilisation réalisée par la Fédération de chasse comme l'année dernière. Le Conseil municipal des jeunes, par ailleurs, sera présent avec les membres des Restos du Cœur lors de leur collecte du 4 au 6 mars à Carrefour Market. Donc eux participeront samedi et dimanche matin. Le CMJ organisera également la chasse aux œufs à la ferme des Aigrettes le lundi 18 avril. On remplace la fameuse opération Créapac qui s'est déroulée 2 fois en 2020 et 2021 par une vraie chasse aux œufs cette année. Donc animation le matin pour les maternelles et après-midi pour les élémentaires. Comme l'a dit Madame le maire en début de séance, le CMJ participera également à l'opération Hauts-de-France Propre le samedi 19 mars. Enfin, donc, les inscriptions pour le centre de loisirs de printemps sont ouvertes via le portail famille jusqu'au dimanche 13 mars inclus. Et en parallèle, la ville propose aux enfants des stages poney et piscine, et tous les deux sont déjà complets, comme vous avez pu le voir sur la page Facebook de la ville de Marseille. Merci Monsieur William. Et nous allons terminer avec Monsieur Masson pour toutes les fêtes et manifestations prévues dans les prochaines semaines. Merci Madame le maire. Donc le 28 janvier, nous avons accueilli la troupe des Thibotins pour leur spectacle de théâtre. La salle était comble avec 400 personnes qui ont assisté à un spectacle vivant et drôle. Le 19 février, nous avons accueilli Florent Père dans notre commune au complexe Hubert-Seban avec une salle comble aussi, 450 personnes qui ont pu assister à un spectacle prenant qui couplait danse, chant et sensibilisation à l'écologie. Et il a terminé sur une standing ovation. Sur les événements à venir, nous allons accueillir Adrien Socaris, qui est un magicien. Adrien Socaris est un ancien habitant des donc un Marquois. Il interviendra dans la commune le 11 et 12 mars, le 11 à la Maison des Islandais et le 12 mars à la ferme des Aigrettes. Le but étant de redynamiser aussi les hameaux, d'apporter aussi la culture et fête dans nos hameaux. Le 19 mars, cérémonie de souvenir pour le 60e anniversaire de fin de la guerre d'Algérie.
Cette année, nous célébrons donc le 60e anniversaire du cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, du 19 mars 1962. L'occasion est de rendre hommage aux dizaines de milliers de morts de ce conflit armé qui a débuté le 1er novembre 1954. Le 1er avril, nous accueillons une nouvelle troupe de théâtre qui viendra jouer la pièce Le Dîner de Con. Et donc, les places sont encore en vente. Vous pouvez les réserver sur le site internet via la page Facebook de la ville ou directement en mairie. Et le 2 avril, nous aurons un dîner-spectacle avec un cabaret couplé avec le comité de jumelage qui fera l'animation musicale. Et ce spectacle est déjà compris. Voilà, Madame le maire. Merci, Monsieur Masson. Bien, ainsi s'achève notre conseil municipal. Nous allons nous revoir très bientôt puisqu'il y a la commission finances le lundi 14 à 18h, si je ne me trompe pas. Ça se passera en mairie cette fois-ci, dans la salle du conseil municipal. Puis nous enchaînerons normalement avec le vote du budget. Normalement, je pense que c'est le 28 mars, ici dans cette salle à 19h. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci pour votre présence.